Bienvenue à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Merci d'être là. Cette semaine, nous allons essayer d'aller un peu derrière l'actualité politique en Égypte et dans le monde arabe pour comprendre les phénomènes qui sont en train de façonner une nouvelle réalité. D'abord, les liens entre l'État et la religion dans le cours de l'histoire de l'Égypte. Nous allons en discuter avec deux experts invités. D'abord, Patrice Broder, qui est spécialiste des questions d'islam et de mondialisation, et le juriste Harit Al-Dabag, qui connaît bien les questions constitutionnelles égyptiennes et qui va nous expliquer comment, en fait, l'Égypte est une nation islamique croyante, mais non pratiquante. Vous allez voir, c'est fascinant. Ensuite, bien sûr, les militaires ont joué un rôle extrêmement important dans la décision de permettre ou de ne pas permettre à la révolution égyptienne d'être triomphante. Le rôle des militaires pour allumer ou éteindre la démocratie est très variable dans l'histoire. On en parle avec notre spécialiste des questions militaires, Michel Fortman. Mais d'abord, religion et État en Égypte. Voilà, comme prévu, nous allons faire un tour de l'arrière-scène du printemps arabe, en particulier égyptien, avec nos invités aujourd'hui pour comprendre dans quelle évolution plus large se placent ces événements extraordinaires des dernières semaines et probablement des prochains mois. Donc, deux invités d'abord. Patrice Broder, merci d'être avec nous, Patrice. Bonjour. Patrice, vous êtes professeur titulaire de la chaire du Canada Islam, Pluralisme et Globalisation. Et vous connaissez bien la région. Notre deuxième invité, Harit Al-Dabag, est-ce que j'ai bien prononcé? Très bien. Alors, vous êtes, merci d'être là, bienvenue à l'émission. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes chercheur postdoctoral au CRDP, le Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal. Vous êtes chargé de cours à la faculté de droit et vous êtes d'origine irakienne. Vous avez enseigné en Irak le droit. Vous avez également travaillé en France et on est très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Vous connaissez bien les constitutions, la constitution égyptienne, les questions de rapport entre le droit et le fait religieux. Voilà. Alors d'abord, avec Patrice, j'aimerais qu'on essaie de comprendre l'évolution religieuse en Égypte. Alors c'est un pays, je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai visité évidemment comme des millions de touristes certains des monuments égyptiens et on voit à un endroit que par-dessus les hiéroglyphes des pharaons du temps d'Antiquité, on a mis des fresques de la religion copte. Et le problème, m'a-t-on dit, des autorités égyptiennes, c'est comment préserver les deux. Préserver à la fois l'héritage copte, donc chrétien, et l'héritage ancien. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre avec le recul cette accumulation ou cette superposition ou cohabitation de la religion copte chrétienne et de la religion musulmane? Donnez-nous un portrait. Bon, c'est une grande question. Moi, je commencerai d'abord en disant que le parallèle des couches superposées au niveau de l'image, on pourrait aussi le faire avec des notions de strates en archéologie. Et à un moment donné, selon les événements, les strates ne sont pas nécessairement clairement juste une par-dessus l'autre. On peut avoir des éléments d'une dynamique qui va ressortir et sur plus longtemps que par rapport à d'autres. Dans un premier temps, je dirais que d'abord l'arrivée des musulmans en Égypte, qui date de la moitié du 7e siècle, en gros, de notre ère commune aujourd'hui, c'est une arrivée qui a été voulue par beaucoup de Coptes, puisque ça leur permettait de s'opposer à le joug des orthodoxes grecs byzantins de l'époque. Je vais vous ramener une étape en avant. Donc, on est au début du christianisme. Exact. Et l'Égypte est christianisée presque complètement jusqu'à, donc, ce sont les Coptes, les catholiques orthodoxes et christianisés et donc la direction de ces chrétiens, ce sont les orthodoxes grecs. Au moment de l'arrivée c'est qu'à un moment donné, il y a un pouvoir politique qui est relié à l'Empire byzantin, qui lui veut imposer donc sa façon de comprendre le christianisme sur d'autres façons qui, elles, sont majoritaires en Égypte et qu'on appelle aujourd'hui les Coptes. Et donc, avec l'arrivée de ce petit groupe militaire, mais quand même puissant, venant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, mais qui à l'époque était une Arabie qui était tout récemment unifiée sous
le pouvoir, un nouveau pouvoir religieux-politique qu'on appelait l'islam. Donc, à ce moment-là, je veux dire, il s'opposait au pouvoir politique des orthodoxes byzantins et la population, elle, en général, a reçu les musulmans de façon positive parce que ça leur permettait finalement d'éviter le joug byzantin. En ne sachant pas évidemment que ce pouvoir politique musulman allait être de très longue durée, puisque évidemment il existe encore aujourd'hui, et que la population petit à petit, sur plusieurs centaines d'années, s'est convertie de façon majoritaire à l'islam. Donc les Coptes se sont retrouvés, mais sur plusieurs siècles, se sont retrouvés en position minoritaire. Et les relations entre les Coptes, qui sont le groupe chrétien majoritaire en Égypte, mais qui en nombre par rapport à la population grandissante de l'Égypte est devenu petit à petit minoritaire par rapport aux musulmans, ont entretenu des relations qui ont été des fois positives, des fois négatives, et puis aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on se retrouve avec un héritage qui ressemble à ça, à la fois du positif et du négatif. Mais il faut bien comprendre que essentiellement, c'est le peuple égyptien qui modifie sa filiation religieuse. Oui. Ce n'est pas l'arrivée d'envahisseurs musulmans, un très petit nombre, qui fait qu'il y a une majorité et une minorité d'origines diverses. On est toujours avec le même peuple égyptien. Exactement. Donc il n'y a pas de conflit, il y a un conflit ou une différence religieuse, mais il n'y a pas de conflit ethnique entre les communautés musulmanes et coptes. Non, parce que c'est finalement un processus de transition sur plusieurs centaines d'années. Donc, quand on pense finalement à l'image souvent qu'on a en Occident, malheureusement, des invasions de l'islam, il y a une invasion politique au niveau militaire qui a lieu, mais c'est un petit nombre. On ne peut pas parler d'une grande vague d'immigration d'Arabes musulmans en Égypte. C'est quelques personnes qui finalement prennent le pouvoir politique. Et justement parce qu'ils ont une façon relativement flexible et tolérante de gestion du politique face aux diversités des peuples dont ils deviennent les conquérants, donc les gouverneurs politiques, à un moment donné, ça fait que leur tutelle politique, elle est relativement bénigne dans la perception de la population générale. Ça, c'est arrivé à plusieurs endroits. C'est d'ailleurs le fait, à mon avis, que l'Empire islamique a réussi à s'intégrer sur place dans plusieurs milieux à l'échelle de ce qu'on appelle le Moyen-Orient de façon générale, justement parce qu'ils avaient une approche qui était d'ouverture, de tolérance, surtout par rapport aux Juifs et aux chrétiens. Avec un mot là-dessus? Oui. Tout à fait. En fait, l'islam a donné aux communautés non musulmanes une certaine autonomie, une autonomie législative, normative en fait, pour gérer leurs affaires internes, et une autonomie judiciaire ou juridictionnelle aussi pour juger les affaires qui sont entre membres de la même communauté, au sein même de la communauté. Donc c'est ce système-là de tolérance qui a permis en fait à ce que la situation soit plus ou moins harmonieuse. Bien sûr, il y a des tensions par moment, mais en généralement. Donc, il n'y avait pas l'application stricte de la règle. Lorsque les musulmans arrivent, il faut se soumettre et payer un tribut ou se convertir ou mourir. Donc, il y était le choix le plus dur qui était avancé. Ce n'est pas ce qui s'est produit en Égypte. En fait, je veux dire, la question, c'est que oui, très rapidement, je veux dire, le pouvoir politique musulman en place devait faire en sorte qu'il puisse quand même obtenir des fonds, des deniers pour ses campagnes militaires, pour son contrôle du pouvoir politique, etc. Donc, la question du compromis politique, c'était que oui, vous avez la liberté de pratiquer en tant que communauté chrétienne ou juive, mais vous devez payer la jizya. Vous devez payer finalement une taxe qui fait que vous n'aurez pas besoin d'envoyer des hommes à notre armée. Donc, c'était le compromis. Donc, on vous laisse tranquille, vous faites plus ou moins ce que vous voulez, mais vous devez quand même payer une taxe. La jizya, elle était commune à la communauté, tandis que c'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui une taxe individuelle. C'était la communauté copte ou la communauté juive qui devait payer. Ou les orthodoxes, ou enfin d'autres plus petites minorités à l'époque également, qui sont quand même restées en Égypte. Donc, ça faisait partie de la façon dont on arrivait à obtenir des biens économiques
pacifique, sans non plus s'imposer directement de façon très violente. Mais ça dépend, évidemment des régimes, je dirais. Et il y a certains des empereurs, enfin, ou des sultans, enfin, selon les époques et les empires, les califes, et les califes, exactement, qui ont été plus exactants que d'autres. Donc, évidemment, il y a eu des fois des formes d'exploitation au niveau de la jizya, qui a fait qu'il y en a qui ont ensuite voulu se convertir à l'islam pour éviter de se faire finalement forcer à faire en sorte qu'ils soient forcés de contribuer à leur communauté au niveau des taxes. Mais il y a un moment où donc c'était tout bénef, parce que si on devenait musulman à une époque où l'islam ne faisait plus la guerre, donc on pouvait ne pas payer la jizya et ne pas participer à la guerre. Ne pas participer à la guerre. Parce que justement, en fait, le jizya est imposé aux hommes, pas aux femmes ni aux enfants, c'est-à-dire les hommes qui sont en capacité de combattre, de participer, d'avoir, on peut dire, un service militaire obligatoire, et qui sont exonérés de ce service militaire, en fait, parce qu'ils ont le statut de non-musulmans. Donc, au lieu de participer à la guerre ou l'effort de conquête musulmane, ils payent le jizya. Et c'est un statut qui est assez variable, parce que ça continuait pendant 10 siècles, à l'époque islamique, le premier calife, puis sous les Umayyads, puis sous les Abbassides, puis même à l'Empire, à l'époque ottomane. Et l'application sont très variables. C'est-à-dire, on a des périodes de rigueur et on a des périodes de grande tolérance. Et ça, c'est parce que ça explique pourquoi on voit aujourd'hui, de manière très nette, dans les écrits, en fait, un ouvrage, un auteur qui vous dit c'est la grande tolérance, c'est l'époque d'or de l'islam, où tout le monde vit en harmonie, tout ça. Alors, il y a d'autres qui vous disent, en fait, que c'était la rigueur, c'était l'interdiction de bâtir des églises, c'était le statut d'humiliation, donc très humiliant. Donc ça dépend des périodes. À l'époque où l'État musulman était très florissant, très fort, il y avait grande tolérance. À l'époque où la croisade a commencé, là la vision a changé par rapport aux chrétiens. Donc la décadence, entre grandeur et décadence, il y a en fait le statut a assez flotté en fait. Alors venons à l'Égypte moderne. Alors ramenons-nous à Nasser. Lorsque Nasser arrive, qui représente la modernité, une certaine idée de la laïcité, comment est-ce que, où en est, disons, l'intensité religieuse copte musulman dans cette Égypte moderne? Bon, à l'époque de Nasser, moi je crois que c'était le nationalisme pan-arabe, je dis, qui était le facteur, je dirais, de cohésion entre tous les Égyptiens qui désiraient justement sortir de la tutelle du colonialisme britannique, qui avait existé de différentes façons depuis quand même plusieurs décennies. Et je crois que c'est comme si le panarabisme était l'idéologie, qu'on soit musulman ou pratiquant ou non pratiquant. Je veux dire, c'était ça qui était le discours dominant. Évidemment, avec ce qui est arrivé vers la fin de l'époque de Nasser et puis finalement la débandade en quelque part de l'idée de créer un pays qui soit finalement à l'échelle du monde arabe, petit à petit, je veux dire, il y a eu une frustration grandissante par rapport au fait que ce panarabisme était accompagné de pratiques qui devenaient de plus en plus autoritaires et donc qui étaient de moins en moins dans la logique d'un discours postcolonial qui devait aller vers une plus grande démocratie. Et vers le manque de plus grande démocratie se sont soulevées justement des oppositions, dont une, entre autres, qui est l'opposition des frères musulmans, qui avait commencé d'ailleurs plus tôt, en 1928, avec Hassan el-Banna, mais qui a pris une ampleur plus grande, finalement, quand, avec les débuts de Nasser, il y avait un début de négociation politique, mais finalement, je veux dire, ça devenait une source probablement de menaces politiques au pouvoir de Nasser lui-même. Donc, on a retrouvé finalement une approche de plus en plus rigide par rapport à Nasser. Donc, on est à la fin des années 50 et début des années 60, la frustration face à la non-réalisation du nationalisme panarabiste, l'augmentation, enfin,
la non-livraison des réformes démocratiques, c'est le terreau dans lequel il y a une véritable envol des frères musulmans. Ça, ajouté au fait que ce panarabisme devenait de plus en plus laïque, dans le sens de promouvoir des valeurs qui étaient perçues par certaines personnes plus traditionnelles comme étant des valeurs occidentales. Donc, on n'est plus là dans la logique de vouloir faire en sorte que l'islam demeure quand même central à la vision sociale de ce panarabisme. Alors, donc, il faut se rappeler que les frères musulmans ont émergé 4 ans après la fin de ce symbole énorme qui était finalement la notion du calife pour tous les musulmans, enfin, surtout sunnites, qui a été éliminé par Atatürk au nom justement d'une approche de sécularisation d'un nouvel État-nation moderne turc. En Turquie, c'est ça? En Turquie. Mais l'influence, c'était que finalement, il y avait quand même beaucoup de gens pour qui on voulait refaire vivre cette notion d'un calife pour tous les musulmans, et surtout en pays arabes, puisque, bon, il y a quand même un lien privilégié entre l'identité ethnique et linguistique arabe et la notion de l'islam, ou de l'identité islamique. Et donc, beaucoup d'Égyptiens se pensaient finalement comme étant des gens qui devaient faire en sorte qu'on retourne à cette notion, non seulement d'un panarabisme au niveau de la région, qui soit au-delà de ce qui restait finalement des divisions coloniales, parce que les nouveaux États majoritairement arabes, c'est le résultat des divisions coloniales. Donc, dans les mouvements post-coloniaux de mouvements d'indépendance dans les pays arabes, on s'était dit, pour certains, que ce panarabisme devrait prendre des couleurs islamiques également. Chose qui, évidemment, avec Nasser, n'a pas eu lieu du tout. D'où les frustrations et les résistances, etc. Oui. En fait, ce sont deux idéologies qui sont antinomiques. Antinomiques, l'islamisme et le panarabisme ne sont pas compatibles, très compatibles en tout cas. Parce que le panarabisme, c'est une idéologie en tout cas laïque. Et puis les chrétiens ont adhéré en fait en grande majorité à cette idéologie-là. Ils étaient même en fait les bâtisseurs et les contributeurs en fait dans cette idéologie panarabe. On rappelle Michel Aflaq, par exemple, qui est un des fondateurs de Parti Basse, qui est le grand parti panarabe. Donc, et l'islamisme, c'est autre chose. C'est pas simplement le monde arabe, parce que le monde arabe est minoritaire, en fait, au sein de l'islam. Donc, c'est une vision plus globale, et ça se confronte, les deux idéologies, en fait, qui sont pas très antinomiques, en tout cas, en fin de compte. Alors, on va faire une pause ici, et puis on va revenir sur cette discussion, et on va revenir jusqu'à aujourd'hui. Patrice Broder, vous avez pensé à une première plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? C'est un jeune Égyptien qui s'appelle Ahmed Ihab et qui travaille justement sur le rapprochement entre les jeunes de toutes les communautés en Égypte. Donc, lui, ça donne être musulman, mais il met de l'avant finalement une harmonie interreligieuse, interethnique en Égypte. Et c'est dans ce cadre-là que je crois qu'il a créé des chansons dont les lyriques sont très importantes pour ce rapprochement des différences en Égypte aujourd'hui. Très bien. Alors, on écoute, grâce à vous, Ahmed Aboud, une chanson sur l'harmonie interreligieuse en Égypte. شفت الجمال والنور بيديا لازم اطول وحفط ورايا جراحي مش هلتفت وادور شفت الجمال والنور بيديا لازم اطول وحفط ورايا. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. Ici Jean-François Lisée et je suis avec mes deux invités, Patrice Broder. Merci d'être resté après avoir écouté cette plage musicale, et Harit Al-Dabag, qui est juriste. Bonjour. Alors, on va parler maintenant de ce qui s'est passé après donc Nasser avec Sadat et puis ensuite Hosni Moubarak et la gestion de ce fait islamique. Vous avez étudié comment la constitution finalement égyptienne dit une chose très forte. Elle dit que la religion d'État en Égypte, c'est l'islam. Et elle dit également, dans une autre de ses versions, que l'islam
doit être la source principale de la législation. Alors, lorsqu'on lit ces articles, on dit, bon, ben ça y est, ça va être la charia, le droit des femmes va être relégué, comme dans d'autres pays, et pourtant, ça ne s'est pas produit. Alors, expliquez-nous comment les textes sont clairs, mais que la réalité est tout autre. En fait, il faut différencier entre plusieurs choses. D'abord, la Constitution peut prévoir que l'islam est la religion d'État. Puis, elle peut prévoir que l'islam est une source de législation ou la source principale de la législation. C'est des degrés, en fait, qui sont différents. Donc, si, par rapport à l'islam, religion d'État, c'est une déclaration, j'allais dire, symbolique, qui n'a pas d'effet notoire, en fait, ni sur le droit, ni sur l'islamisation de pays tout à fait qui peut être laïque, mais qui peut, c'est-à-dire adopter un système de gouvernance laïque, mais se déclarer finalement avoir, en fait, comme religion officielle l'islam. Donc ça n'a pas eu, en fait, d'effet sur le droit. L'islam, une source, ça peut être, en fait, une source parmi d'autres. C'est-à-dire, ça peut être une source d'inspiration, la coutume, le fait de prince, des législations importées, et puis l'islam aussi, le droit musulman, qui peut contribuer, en fait, parmi d'autres. Dire que c'est la source principale implique que ce n'est pas la seule. Voilà, en fait, une source, c'est pas la seule. La source principale, là, ça devient, en fait, selon la révision constitutionnelle de 1980 en Égypte, parce que jusqu'à là, l'islam était une source, devient la source. Donc, devient la source principale. Et là, donc, ça implique deux choses. Ça implique d'abord que la législation égyptienne doit être tirée de la charia, de droit musulman. Et puis, ça implique qu'aucune loi ne doit normalement contredire les principes de droit musulman. Donc il faut légiférer conformément au droit musulman et il ne faut pas aller respecter les interdits aussi du droit musulman et ne pas aller, en fait, contre les principes de l'islam. Donc, et là, c'est la Haute Cour constitutionnelle qui a un genre de Cour suprême qui a pour rôle de décider ce que ça signifie. Et là, d'abord, ils prennent une grande décision, c'est que ce n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que toutes les lois précédentes qui auraient pu contredire ces principes restent, et tant que les législateurs ne les modifient pas, vente d'alcool, par exemple, ce droit-là reste là. C'est une énorme décision. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'interprétation de cette disposition, c'est-à-dire l'article 2 de la Constitution de 1971, incombe à la Haute Cour constitutionnelle. Et la Haute Cour constitutionnelle a interprété, en fait, cette disposition de manière, en fait, à modérer un peu l'application, son application, et puis l'islamisation qu'on pensait allait venir, en fait, et ça allait être, en fait, une islamisation massive du système juridique ne s'est pas produit. Alors, ils décident ça pour le passé, et ensuite, évidemment, il y a des nouvelles lois qui sont passées sur les droits des femmes, sur le divorce, des trucs comme ça, et évidemment, les islamistes orthodoxes disent « Ah voilà, ça contredit la charia, ça contredit la Constitution, demande à la Haute Cour de se prononcer. » Et là, la Haute Cour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les interprétations diverses de la charia et elle dit quoi? C'est une distinction très très fondamentale qui est faite par la Haute Cour constitutionnelle. En fait, la Haute Cour constitutionnelle distingue entre les principes de droit musulman ou les principes qui sont absolus de l'islam et les principes qui sont relatifs. Les principes absolus, là, on ne peut pas y toucher. On peut pas, c'est immuable. On ne peut pas, en fait, modifier, donc c'est pas évolutif. Alors que les principes qui sont relatifs de droit musulman, là, ça peut évoluer en fonction du temps et de l'espace. Donc, on peut interpréter, puis ça peut être soumis à un effort d'interprétation. Et le législateur est libre de choisir, dans ce cas-là, quelle solution adoptera. Donc, c'est
comme si, j'allais dire, vous avez un noyau dur en fait de l'islam qui est assez réduit, très très réduit, parce que ce qui est admis de manière unanime entre les fuqaha, entre les savants ou les juristes et théologiens musulmans, c'est très peu finalement. Comme ils divergent d'opinion sur un très très grand nombre d'opinions, très grand nombre de sujets, ce sur quoi ils sont unanimes, c'est relativement faible. Et puisque la Haute Cour dit, tant qu'ils ne sont pas unanimes, le législateur fait ce qu'il veut. Est libre, oui, il fait presque toujours ce qu'il veut. Voilà. Bon. Oui, voilà. Alors, c'est comme si on avait une religion d'État. La Constitution est croyante, mais elle n'est pas pratiquante, finalement, sur un certain nombre d'éléments importants. Par exemple, il y a un règlement qui interdisait le port du voile intégral dans les écoles publiques égyptiennes. On peut dire, écoutez, ne pas l'imposer, c'est une chose. Interdire le port du niqab ou de la burqa dans un pays qui dit que sa religion d'État est la religion musulmane, on penserait bien que la Haute Cour allait dire, ben non, là, on ne peut pas interdire ça. Alors, comment réussit-elle à accepter cette interdiction? En fait, c'est un règlement de ministre de l'Éducation qui interdit la porte de niqab. Le niqab, c'est un voile qui couvre la tête sauf les yeux. Donc, là, il y a un père de famille qui, en fait, a vu en fait ses deux filles renvoyées de l'école parce qu'elles portaient le niqab. Elle a fait, en fait, elle a saisi la Haute Cour constitutionnelle en disant que c'est contraire à l'islam, c'est ce règlement. Donc, la Haute Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a cherché dans les principes du droit musulman, et elle a vu qu'il n'y a pas de consensus entre les fuqaha, entre les savants musulmans, de ce que la femme doit couvrir de son corps, et surtout pas le visage. Donc, il n'y a pas de consensus sur ce principe-là. Elle a cherché quel principe on peut imposer à la femme conformément au droit musulman. Elle a trouvé un seul principe, c'est l'obligation de s'habiller décemment avec modestie. Elle a dit que cette obligation-là, on peut le respecter tout en pas couvrant ni le visage. Voilà, en couvrant. Mais les genoux doivent être couverts. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc le visage peut être découvert, mais les genoux doivent être couverts. Ça suscite, selon la Cour, l'appétit sexuel de l'homme. Ce qui n'empêche pas de voir des mini-jupes quand même au Caire. Mais relativement peu. Relativement peu, oui. Mais là, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment, à mon avis, de généraliste, un peu à la limite, parce que ce n'est pas de dire le législateur ne peut pas imposer le voile ou la burqa, c'est de dire le législateur a même le droit d'interdire à des femmes musulmanes de porter le vêtement musulman de leur choix à l'école publique. C'est comme si la loi québécoise interdisant la burqa, celle qui est en débat en ce moment, interdisant la burqa dans les contacts avec les services publics, la Haute Cour constitutionnelle d'Égypte aura considéré que le législateur a le droit de l'adopter. C'est très fondamental, en fait, ce qu'on peut conclure de cette évolution-là, c'est que c'est l'État qui façonne l'islam à son image. Quelle version de l'islam on adopte? Et c'est l'État représenté par qui? Par le pouvoir judiciaire. Parce que ce n'est pas l'État, ni le Parlement, ni le pouvoir exécutif qui dicte, en fait, ça. C'est ce qui fait le rôle d'arbitre, c'est finalement la justice, c'est le pouvoir judiciaire. Et dans le temps qui nous reste, donc ces décisions, elles seront bien acceptées par la majorité musulmane égyptienne? Je le crois, parce qu'en fait, les institutions égyptiennes, surtout la justice, est une institution qui a une histoire très importante en Égypte, histoire de libération nationale, puis a beaucoup contribué en fait à l'acquisition de la souveraineté de l'Égypte. Donc je pense qu'il a une certaine crédibilité. Les gens se réfèrent toujours à la justice pour tous les problèmes. Alors tout réside dans le mode de désignation de ces juges finalement, parce que si on devait désigner des juges beaucoup plus orthodoxes, donnerait d'autres... on n'a pas de raison de penser que les événements vont nous conduire à une désignation de juges plus orthodoxes. Enfin, pas dans l'immédiat, puisque c'est un Haut Conseil de l'armée, enfin, qui a le pouvoir de passer à cette période de transition vers des élections. Mais une fois que les élections sont faites, selon le résultat des élections, si un parti majoritairement islamiste entre au pouvoir et qu'il, selon
je dirais, la proportion des autres partis minoritaires. Il va y avoir des jeux de compromis, mais plus ce parti-là serait majoritaire, plus il aurait le droit éventuellement de changer petit à petit les nominations au sein de certaines de ces institutions, ce qui est un processus tout à fait normal dans n'importe quelle démocratie. Mais à savoir, et c'est ça la grande question, je veux dire, qui va être finalement, est-ce qu'il y aura un parti qui va qui va réussir à obtenir la majorité en Égypte dans les prochaines élections ouvertes, en fait qu'on espère ouvertes et transparentes? Ça, c'est la grande question. Oui. Donc, on est à 6 mois de l'événement à peu près, plus ou moins, tout à fait. Alors, je vous demanderai une prédiction générale. Est-ce que le futur gouvernement égyptien va être essentiellement laïque ou essentiellement religieux, d'après vous? Écoutez, ce matin, j'ai entendu en fait à la radio une pétition signée par 300 intellectuels égyptiens qui demandent en fait de la suppression de l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire l'islam, la source principale de législation. Donc, il demande la séparation entre la religion et l'État. Ça, c'est déjà un pas en avant. Et c'est le contre-effet, en fait, qu'on croyait que ça allait être une revendication pour l'application de la charia, alors que là, on demande au contraire la séparation entre religion et État. Donc, c'est très positif de ce côté-là. Patrice? Mais moi, je crois qu'il va y avoir l'effet inverse, qu'il va y avoir un autre groupe d'intellectuels qui vont sortir avec probablement la position opposée. Et évidemment, je dirais, il va y avoir un rôle pour les frères musulmans dans le prochain gouvernement. Mais c'est ça. Est-ce qu'il sera majoritaire ou minoritaire? À mon avis, il va être minoritaire, mais très important. C'est ce que je dirais. Nous allons nous retrouver dans 6 mois pour voir où est-ce qu'on en est. Merci beaucoup, Patrice Broder. Merci beaucoup, Harit Al-Dabag. Et vous avez pensé à une plage musicale pour clore notre propos? Justement, je ne pouvais pas en fait m'en passer de ce choix-là. C'est Kulthum, la grande chanteuse arabe. Et elle chante pour nous Laylat Hub, c'est-à-dire une nuit d'amour. Et voilà. Très bien. Alors, merci. Alors, merci à tous les deux. On va continuer à suivre ça de près. Et on écoute, grâce à vous, Harit, Kulthum, Nuit d'amour. Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, ici Jean-François Lisée. Nous allons parler de l'armée, des militaires et de leur rôle dans l'évolution politique de nos sociétés avec notre expert en questions militaires et notre ami Michel Fortman. Merci d'être là, Michel. Bonjour. Michel, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal et vous dirigez le CEPSI, qui est le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Vous venez de publier une œuvre majeure qui s'appelle « Les cycles de Mars, révolution militaire et édification étatique de la Renaissance à nos jours ». Et aujourd'hui, on veut que vous nous éclairiez sur le rôle des militaires dans le départ de la démocratie à la dictature ou le retour de la dictature à la démocratie. Évidemment, on a en tête ce qui se passe en Égypte, où les militaires maintenant sont au pouvoir en promettant un retour à la démocratie. Dans notre conscient collectif, évidemment, notre exemple type de militaire, c'est Pinochet, qui avait éteint la démocratie au Chili en 1973. Mais il se trouve que parfois, c'est l'un, donc des éteignoirs de démocratie, et parfois, c'est d'autres, des allumeurs de démocratie. Alors, éclairez-nous sur ce paradoxe. En fait, nous avons cette image, vous parliez de Pinochet, des interventions militaires en matière de politique, comme devant nécessairement donner lieu à des dictatures, un peu comme dans Tintin, vous savez, donc le général qui arrive au pouvoir, qui fusille absolument tout le monde, et qui impose un régime extrêmement conservateur, oppressif, etc. En fait, si on regarde les choses d'une perspective historique, on constate que, et ceci maintenant depuis presque 2 siècles, l'intervention des militaires s'est fait souvent dans une perspective tout à fait différente. Par exemple, au terme des guerres napoléoniennes, donc à 1815, vous avez un retour au conservatisme partout en Europe, c'est-à-dire donc on réimpose des régimes monarchiques, etc. Donc on a eu la Révolution française avec son idée de démocratie, et ensuite il y a une régression démocratique dans plusieurs pays européens avec la monarchie qui revient et qui impose sa loi. Particulièrement en Italie, en Espagne, au Portugal, etc.
Donc, avec l'Église qui reprend du pouvoir, etc. Bon. Généralement, vous avez toute une série de coups d'État qui vont avoir lieu immédiatement après. Ces coups d'État sont fomentés par des anciens officiers napoléoniens qui avaient été réembauchés dans les armées monarchiques et qui font des coups d'État, mais pour imposer la démocratie, c'est-à-dire et en particulier des constitutions qui justement limitent les pouvoirs du monarque. Donc là, c'est un premier exemple. Mais si vous regardez un peu plus loin dans le siècle, au courant du siècle, particulièrement dans le cas de la Turquie, qui est encore aujourd'hui un régime dans lequel les militaires sont très importants, vous avez une révolte qui a lieu au début du XXe siècle qui s'appelle la révolte des jeunes Turcs, en fait, qui est dirigée par Kemal Atatürk. Donc, ce sont des officiers supérieurs turcs qui vont renverser l'ancien régime du sultan, d'un régime donc extrêmement corrompu, endetté, etc., et finalement imposer un régime beaucoup plus libéral, mais surtout très moderniste. C'est-à-dire que la Turquie laïque, moderne, est née à ce moment-là, et encore maintenant, on considère Kemal Atatürk comme étant un de ces personnages, de ces fondateurs, en quelque sorte. Donc, il y a des moments où l'armée est un facteur de modernité, de progrès social. Exactement. Il y a des moments où ce n'est pas le cas. La décolonisation est un phénomène à part, on va en parler tout à l'heure, mais si on regarde au XXe siècle, on voit des exemples en Europe complètement contradictoires. Par exemple, en Grèce, en 1967, l'armée renverse un gouvernement démocratique et impose une dictature, alors qu'en 1974, au Portugal, l'armée renverse une dictature et prépare la démocratie. Exactement. Et comment expliquer ça? Tout dépend véritablement du contexte. Souvent, quand l'armée intervient, et vous le voyez aussi dans les pays arabes, par exemple au début des années 50, et le plus bel exemple, je pense, serait justement en Égypte, celui de Gamal Abdel Nasser. Donc, Nasser, là aussi, en fait, s'oppose à un régime de type conservateur, ancien, qui est que celui du roi Farouk, un régime aussi qui est dominé par les étrangers, un régime endetté, etc. Et Nasser va représenter vraiment un idéal patriotique, mais aussi donc ce modernisme de l'armée qui est peut-être l'institution la plus capable, qui est perçue comme étant la plus capable. Autre exemple, je veux dire dans le sens de la modernité, par exemple, vous avez le coup d'État en Libye, le colonel Kadhafi, 69, qui là aussi renverse une monarchie, qui est en fait le roi Idriss, vous voyez, et évidemment ça tourne mal. Oui, il n'applique pas exactement la démocratie. Exactement. Mais simplement, nous avons des contextes qui sont tout à fait différents, des contextes sociologiques très très différents qui expliquent ces différences aussi de régime. Alors dans tous les cas, et on l'a vu en Tunisie et on le voit en Égypte et on le voit partout, lorsqu'il y a un dérèglement social ou lorsqu'il y a une chute de légitimité du pouvoir en place, le dernier recours, c'est l'armée. Bon, on le sait théoriquement, on le voit rarement dans l'État moderne de façon claire et précise. Lorsque le gouvernement ne peut plus gouverner, la structure, l'épine dorsale du pouvoir, donc on dit avec la formule consacrée, le monopole de la violence que l'État possède, est représenté par l'armée. Est-ce que l'armée va réprimer la révolte ou est-ce qu'il va montrer la porte au gouvernant? C'est cette épine dorsale qui est le facteur déterminant du passage d'un État à un autre. Lorsqu'il décide, comme dans les exemples que vous avez donnés, Michel, d'écarter le monarque ou le dictateur et de prendre la place de façon temporaire, cela va. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il décide de rester trop longtemps? Il y a quand même un élément qui est très... On peut le regarder avec un peu d'optimisme, c'est-à-dire si vous considérez actuellement le nombre de gouvernements, disons, qu'on peut qualifier de régime militaire dans le monde, ceux-ci sont en nombre extrêmement restreint. Vous avez effectivement, dont je mentionnais, la Turquie, où l'armée joue encore un rôle important, la Thaïlande, par exemple, quelques États africains, le régime du colonel Kadhafi, qui ne va probablement pas durer extrêmement
suffisamment longtemps dans les conditions. Donc, vous avez une poignée, je dirais, sans doute moins de 10 États. Ce qui se compare, en fait, si vous regardez les années 70, 60 ou 70, par exemple, vous avez des continents entiers où l'armée avait un rôle vraiment crucial. Ceci n'est plus le cas. Que ce soit en Asie, en Amérique latine, par exemple, on aurait du mal à citer ne serait-ce qu'un seul gouvernement où véritablement l'armée a encore un rôle essentiel. Pourquoi? Alors que, comme vous le dites, dans les années 70, tout le continent, ou presque, était dirigé par des jeunes militaires. Effectivement, du Brésil, en passant par l'Argentine, etc. Le Pérou, par exemple, c'est un autre cas. Donc, pourquoi? Je pense que il y a deux facteurs qui sont essentiels qui ont joué. D'une part, ces régimes-là ont surtout tenu dans les années 60 et 70, si on prend surtout le cas de l'Amérique latine, à cause de l'aide étrangère, particulièrement l'aide américaine. Ceci n'est plus le cas. C'est-à-dire que les États-Unis n'éprouvent plus, en fait, nous ne sommes plus du tout dans le contexte évidemment de la lutte contre le communisme. Et l'idée finalement de promouvoir des dictatures comme celle de Pinochet n'est pas nécessairement une source de légitimité en politique étrangère. Donc, d'autre part, je pense que ces régimes aussi se sont avérés, pas très compétents. Okay, vous prenez le cas de l'Argentine, par exemple, où leur gouvernement a débouché sur la guerre désastreuse, par exemple, dans les Falklands. Donc, je pense que de la part des militaires, il y a aussi une réalisation des limites de leur capacité. Et ce qui fait que peut-être nous devrions considérer en fait, les événements actuels, le rôle potentiel de l'armée, avec un peu plus de nuances. C'est-à-dire que je ne vois pas l'armée actuellement égyptienne comme véritablement installant un régime de type militaire. Par contre, vont-ils arriver à faire ce qu'ils sont supposés faire, c'est-à-dire donc établir une sorte d'ordre social transitoire et passer le pouvoir à un gouvernement politique? Ça, effectivement, pour l'instant, nul ne le sait. Alors, dans les pays africains, par exemple, les pays qui ont connu une décolonisation, comme en Asie du Sud-Est, il y a une cinquantaine d'années, évidemment, plusieurs armées sont issues de la guerre d'indépendance. Et donc, ont une aura considérable, puisque c'est ceux qui ont fait l'indépendance, et dans certains cas, donc, il y a des régimes militaires. Mais on voit que, donc, d'une part, ça confère aux militaires, quand ils ne sont pas au pouvoir, une certaine légitimité dans ces pays, mais aussi, dans certains cas où ils prennent le pouvoir, au début, ils sont aimés du peuple, mais petit à petit, ça se dégrade. Effectivement. Mais je dirais que dans le cas africain, il y a relativement peu de cas où c'est l'armée qui est porteuse de légitimité. Quand on pense à l'Afrique, effectivement, en termes de gouvernement militaire, on pense presque automatiquement, enfin les gens de ma génération, à Idi Amin Dada. Vous voyez, donc il s'agissait d'un sergent qui a pris le pouvoir et Dieu sait que c'est certainement pas un non porteur de légitimité. Vous voyez. Donc dans ce cas-là, je dirais que c'est plutôt dans certains pays arabes, je vous citais l'Égypte, et la Turquie, où les militaires sont porteurs d'une légitimité véritablement qui les suit et qu'ils continuent en fait à profiter, on pourrait dire. Peut-être que de ce point de vue-là, les militaires égyptiens ont encore bénéficié de cette aura de Nasser. De ce point de vue-là, là encore une fois, c'est une personne, c'est plutôt Nasser qui est le symbole, on pourrait dire, du nationalisme égyptien, plutôt que l'armée en tant que telle. Il y a aussi dans des États qui sont naissants ou dont la structure publique, du service public est assez faible, la structure militaire est ce qui est de mieux organisé dans le pays. Est-ce qu'on peut penser qu'en certains cas, c'est celle qui aussi attire un certain nombre de compétences et donc se présente comme le recours? C'était surtout le cas, je dirais, au début des années 50, où vous n'avez pas encore, par exemple, en Égypte, une société civile qui était très formée. Donc, mais je dirais que l'armée présente surtout un avantage du point de vue, je dirais, de la loi et de l'ordre. C'est-à-dire donc une institution qui serait capable de maintenir une certaine sécurité dans les rues, dans les villes, maintenir le commerce, etc. Je pense qu'il y a une chose qui est frappante que nous pouvons constater justement dans ce qui s'est passé ces dernières semaines, surtout en Égypte, mais aussi en Tunisie, c'est justement peut-être la faiblesse de l'armée à justement imposer l'ordre.
un des grands défis de l'armée égyptienne maintenant, ça va être justement de tenter de garder leur légitimité finalement, et tout de même d'amener les gens à reprendre une vie normale, ce qui est loin d'être établi. Vous voyez. Alors, évidemment, les dictateurs qui regardent ce qui se passe en ce moment en Tunisie et en Égypte se disent, bon, ben, à la fin, si la rue est trop troublionne, c'est mon général des armées qui va décider de mon sort. Prenons le cas de l'Iran. Bon, oui. Alors, il y a quand même la tentation de dire, ben, il faut absolument que l'armée soit de mon côté. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ce soit le cas? Ou est-ce que je dois moi-même constituer une garde prétorienne, c'est-à-dire une garde présidentielle, pour me protéger contre l'éventualité où l'armée décide de se retourner contre moi? L'Iran est un cas un peu particulier. C'est un cas où vous avez en fait une armée politique, qui sont les gardes révolutionnaires. Et donc, qui ne sont pas tout à fait ce qu'on peut appeler en fait, l'armée professionnelle qu'on imagine, divisée entre armée de l'air, armée de terre, marine, etc. C'est en fait véritablement une garde prétorienne politique, un petit peu comme les nazis, par exemple, avaient les SS ou les SA durant la période. Il y avait les SS et il y avait l'armée. Oui. Mais en Iran, il y a les gardiens de la Révolution. Et l'armée. Et l'armée. Et c'est ça, exactement. Et je pense que cette garde politique, on pourrait dire, elle a beaucoup moins d'hésitation que l'armée a utilisé, et c'est ce qu'on voit en ce moment en Iran, a utilisé à la répression la plus sauvage vis-à-vis donc des manifestants éventuels. Serait-il possible de voir un conflit entre l'armée et les gardiens de la Révolution? Probablement, en tout cas, différentes attitudes à l'égard de la rue, ça c'est certain, oui. Il y a un phénomène particulier aussi en Égypte dont on disait, pendant qu'on ne savait pas si Moubarak resterait ou partirait, on disait oui, mais l'armée a intérêt à maintenir le régime parce que l'armée égyptienne n'est pas qu'une armée, c'est aussi une économie. C'est-à-dire qu'il possède des usines, il possède des infrastructures, etc. Un peu comme l'armée chinoise possède ou contrôle un pan de l'économie chinoise. C'est un phénomène particulier qu'on ne connaît pas, nous, ici. L'armée fait partie, on pourrait dire, de l'élite au pouvoir. Là, son défi, c'est de faire semblant, on pourrait dire, au moins de changer, de transformer ce pouvoir, peut-être de le démocratiser suffisamment, tout en gardant le contrôle de la situation. Et aussi, éventuellement, pour l'armée égyptienne, c'est l'appui des États-Unis. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce phénomène d'avoir une armée qui se met à produire des biens et des services dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la défense de l'État? Remarquez, vous avez toujours, même dans les pays occidentaux, je dirais des relations entre ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel et l'armée. Ça, c'est un peu logique. C'est-à-dire qu'il y a une porte tournante aussi pour les militaires qui, disons, après leur carrière dans l'armée eux-mêmes, vont partir, par exemple, dans certaines grandes entreprises, etc. Oui, mais le fait, effectivement, qu'ils aient des intérêts privés, des investissements dans l'industrie, par exemple, c'est peut-être un phénomène qui est le propre de certains régimes, c'est vrai. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que les généraux ou les gradés formés dans l'armée napoléonienne, ensuite embauchés par les Italiens et les Espagnols, avaient gardé leurs idées. Au cours du XXe siècle, surtout depuis la guerre froide, il y a eu une course d'influence. Donc, l'armée américaine formant un certain nombre de généraux, de commandants et d'armées. Surtout dans le cas latino-américain. En Égypte, en Amérique latine. Et les Soviétiques aussi formant un certain nombre de gens en espérant que ça laisse des traces. Évidemment, des contrats, des alliances. Mais est-ce que, maintenant que la guerre froide est terminée, ça laisse des traces dans l'orientation idéologique de certaines armées, le fait qu'elles aient été proches d'une ou de l'autre des grandes puissances? Oui et non. C'est-à-dire que c'est certain que le séjour qu'ont passé, par exemple, soit, on va dire peut-être des Égyptiens, mais aussi d'autres nationalités aux États-Unis, ont influé sur leur attitude. Est-ce que cela va leur donner une orientation idéologique particulière? Je n'irai pas jusque-là. Non, ça m'étonnerait. Bon, c'est quand même une formation, c'est un lien, mais oui. Le réflexe national prime sur la formation. Je penserais largement, oui. Alors, il y a l'autre volonté, évidemment, des groupes qui veulent pénétrer l'armée dans l'espoir de l'orienter. Et la question dans les pays arabes, c'est jusqu'où est-ce que les armées sont pénétrées par les frères musulmans ou par les islamistes? Qu'est-ce qu'on sait de ça?
Très peu. Là, franchement, je dois avouer mon manque de connaissances, mais simplement, c'est une question de bon sens. Il est certain que les mêmes courants qui traversent la société en général, par exemple en Égypte, doivent traverser aussi l'armée. Et donc, là, on pense à un autre cas qui serait le Pakistan, par exemple, où il est clair que l'influence des extrémistes ou des islamistes est extrêmement forte. Donc, mais là, en fait, vous soulignez un point qui je pense, qui est essentiel, c'est le caractère non homogène. Quelquefois, on a tendance à voir les armées comme quelque chose de très hiérarchisé, de très homogène, qui fonctionne finalement comme un seul homme. Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est pas la situation. C'est-à-dire que nous avons peut-être des élites qui ont des intérêts, justement, qui sont proches de ceux du pouvoir, mais par contre, peut-être à des grades inférieurs, et plus on descend, plus ça doit être probablement sensible, des soldats qui, eux, reflètent beaucoup plus les préférences de la population en général. Donc, d'où la difficulté aussi d'utiliser une armée, par exemple, à des fins de répression. Surtout une armée de conscription. Alors, une armée de conscription où là, effectivement, presque toute la société est représentée avec les groupes d'âge des recrutés, mais là, comme on s'est éloigné des armées de conscription un peu partout dans le monde, et que les armées ne représentent plus qu'un petit pourcentage des populations, il y a un meilleur contrôle. Enfin, on voit moins de rébellion de l'armée. Il n'y a personne qui a refusé de tirer pour l'instant lorsque l'ordre a été donné. Cela se verrait si l'armée se voit donner des ordres très stricts, par exemple, on va dire par exemple en matière de répression, d'utiliser par exemple la force armée. Là, vous risquez d'avoir des tensions éventuellement assez graves. Mais donc, la fin de la conscription augmente la capacité de contrôle de l'armée sur ses troupes. Oui. Tout à fait. Alors, vous avez parlé du Pakistan. Oui, c'est un beau cas parce que même à l'intérieur de l'armée pakistanaise et de ses services de renseignement, on dit, les services de renseignement, en tout cas, est-ce qu'ils sont favorables aux talibans parce que c'est leur décision stratégique ou est-ce qu'ils sont favorables aux talibans parce qu'ils sont dirigés par des talibans? Mais le fait est que rien n'a pu être fait depuis une dizaine d'années pour enrayer la capacité des services secrets. Ils essayent de ménager la chèvre et le chou. Je veux dire, la scène politique pakistanaise est tellement complexe. Donc, je pense que l'attitude de l'armée s'ajuste en fonction des différents intérêts qu'ils ont à équilibrer. Alors, il y a deux cas intéressants pour terminer, la Russie et la Chine. Bon, en Russie, dans la période, là, on souligne, c'est les 30 ans, finalement, de la fin de l'Empire soviétique cette année. Et il y avait eu, évidemment, M. Gorbatchev qui avait lancé la perestroïka et le dégel, la glasnost. Et il y a eu un moment où il y a eu une tentative de coup d'État de l'armée. 20 ans, 89, 99. Disons que la fin de l'Union soviétique, c'est 91. Oui. C'est 2011, 20 ans. Ah oui, là, vous nous rajeunissez, Michel. Vous nous rajeunissez. Merci. Merci de cette précision. Il y a eu une tentative, donc, des conservateurs du Parti communiste chinois avec les tanks qui étaient venus autour du Parlement russe. Et cette tentative a échoué. C'était un grand moment de perte de force d'une des grandes armées, non? Mais justement, ceci indique, et ça c'est aussi un point important, le clivage qui peut exister entre, disons, l'élite militaire, et là on peut dire à très haut niveau. Dans le cas russe, moi je dirais que ceux qui ont tenté le coup d'État contre Gorbatchev donc en août 91, probablement en liaison avec les conservateurs du Politburo, étaient complètement détachés à la fois du reste de la société russe et soviétique en général, et aussi du reste de l'armée. Et il y aurait un parallèle peut-être à faire, merci de me tendre cette perche, avec par exemple le coup d'État des militaires français en avril 1961 en Algérie, où là aussi vous avez, comme l'expression était, un carteron de généraux à la retraite. C'était un bon mot du général, qui ont pris le pouvoir en Algérie, mais personne n'a suivi. Donc, et c'est la même chose qui s'est produite en Russie. Vous avez effectivement des militaires qui réagissent de la façon, disons, conservatrice auquel on s'attendrait de façon caricaturale ou classique, mais simplement ils n'ont pas le pouvoir. Il n'y a plus de cette jonction. Je pense qu'il faut percevoir aussi les militaires égyptiens un peu dans cette perspective-là.
oui, il y a une élite, probablement qui est proche du pouvoir, mais quelles sont les limites de leur action? Ils vont être obligés de ménager la chèvre et le chou, de tenir compte justement des différentes forces de la société égyptienne, je pense. Dernière question sur la Chine. Évidemment, on se souvient, Mao Zedong avait lancé la révolution culturelle. Ça n'avait pas exactement tourné comme il le souhaitait. Il y a un moment où lui-même a été mis en minorité. Il est allé chercher Lin Piao, qui était le chef des armées, pour essentiellement faire un coup d'État et se remettre au pouvoir. Et lorsqu'il n'en a plus besoin de Lin Piao, il s'en est débarrassé, en effet. Mais on sent que dans la nouvelle Chine, la Chine post-Deng Xiaoping, la Chine actuelle, l'armée ne semble pas jouer un rôle important. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Donc là aussi, vous me demandez de passer de après l'Égypte, la Russie, je tiens pour acquis que vous savez tout sur toutes les armées du monde, Michel. Exactement. Non, mais ma réaction serait de dire, dans le cas de l'élite chinoise, je pense qu'on a une beaucoup plus grande homogénéité que dans les cas dont nous parlions précédemment. C'est-à-dire que l'élite militaire et l'élite politique aujourd'hui, en fait, ne font qu'une. Et je ne vois pas, par exemple, comment dire, de force agissant de façon divergente, pour l'instant, du moins. Michel, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur le rôle des militaires. Je rappelle le titre de votre livre, Les cycles de Mars, la révolution militaire et édification étatique de la Renaissance à nos jours. C'est aux éditions Economica. Et vous avez pensé à une plage musicale pour terminer notre propos. Oui, en fait, on parlait de coup d'État militaire. Donc, j'ai pensé au film de Costa Gavras, Z, qui nous parle du coup d'État de 67 en Grèce, des colonels, le régime des colonels grecs. Un très bon film avec Yves Montand. Oui. Et donc, je vous proposerai en fait la plage musicale du générique de Z. Excellent. Et c'est une plage musicale qu'on entend sur les images d'un journaliste qui, dans un premier temps, annonce les arrestations de gens qui étaient responsables de la répression et qui ensuite est remplacé par un autre animateur qui annonce l'arrestation de l'animateur et la prise du pouvoir par les militaires. Merci beaucoup, Michel. Et on écoute, grâce à vous, la trame sonore de Z. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir. Vous y êtes évidemment conviés. Je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission, Jocelyn Spronken, Ognan Guerguiev, Charlène Ricard et Luc Laflamme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.